Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo de Wyckoff. Donc on va aborder aujourd'hui l'accumulation, on va voir les différents schémas possibles, le processus, les différentes phases. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, il y aura le PDF sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a le lien en description. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve de suite pour le premier chapitre. Allez, on va voir deux schémas d'accumulation. Les deux schémas basiques. Il y a d'autres schémas un peu plus complexes, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Ok, donc l'accumulation c'est quoi? Un range d'accumulation est un mouvement latéral des prix précédé d'un mouvement à la baisse. Vous voyez ici on a le mouvement à la baisse et tout le mouvement latéral, donc tout le range ici, sur lequel une manœuvre d'absorption est effectuée par les gros traders, donc les institutionnels, dans le but d'accumuler des stocks. Donc ici ils accumulent le maximum de positions acheteuses avant de faire partir le prix et récupérer des bénéfices beaucoup plus hauts. D'accord. Donc le schéma qui revient le plus souvent c'est celui-là. Donc ici je vais vous expliquer en détail, pas en détail, en bref, les différentes phases et les différents termes, et après on rentre dans les détails, d'accord? C'est juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc d'abord on a une phase A, donc c'est la phase A, c'est l'arrêt de la tendance baissière. Vous voyez on a cette tendance là, qui va commencer par un preliminary support. Donc c'est quoi? C'est une première tentative d'arrêter le mouvement qui échoue, tout simplement. Ok, vous voyez on repart derrière la baisse. Ici on arrive sur le Selling Climax, donc c'est une action climatique qui arrête le mouvement baissier. Le Selling Climax va nous créer notre support, ok, qui s'appelle ICE, c'est pas marqué ici. Donc le Selling Climax est suivi d'un automatic rally, donc une réaction haussière qui va créer notre résistance, donc notre cric, notre ruisseau en français. Derrière on va faire un secondary test, donc un premier test, on va venir tester, voir si on continue cette tendance ou si on valide un change of character, le choche ici. Donc ici on voit qu'on ne fait pas un low plus bas que le précédent, on fait un low plus haut que le précédent, donc changement de structure. Okay. Ensuite on va venir tâter la cric, on va venir faire un breakout avec un up thrust action, on va venir breaker la cric ici et réintégrer rapidement le range. D'accord. Pareil en bas on va venir tester le support, donc l'ICE, avec un secondary test à saut, donc saut c'est signe of weakness, signe de faiblesse. On réintègre, pareil breakout, réintégration de range. On rentre ensuite, donc la phase B c'est quoi? C'est la construction de la cause, d'accord. On rentre ensuite dans la phase C qui va être la phase de test. On va créer un spring ici, donc ça va être un mouvement très fort avec une forte volatilité qui va partir assez bas et qui va réintégrer aussi le range très rapidement. On va venir test, ici c'est le test du spring, ok, pour voir si c'est solide. On peut revenir test encore et on rentre dans la phase D qui va être la phase de tendance haussière dans le range. Donc vous voyez on rentre dans une tendance haussière maintenant, on va venir casser la cric correctement. Vous voyez c'est une vraie cassure, hein. C'est pas du petit breakout. On va créer le jack, donc jump across the creek, donc saut derrière le ruisseau. On va venir tester revenir proche de la creek, donc un backup BUEC, backup to the edge of the creek, donc un retour au bord du ruisseau. Voilà, ça fait une petite histoire. Ici on a un changement de structure, on passe de tendance latérale à tendance haussière. Vous voyez qu'on crée les plus hauts, on casse le range, donc on change de structure, ok. Et après en phase E, bah, c'est une tendance haussière hors du range. La phase D c'était une tendance haussière dans le range, et là c'est une tendance haussière hors du range, où on va créer SOS, signe of strain, donc signe de force. Donc SOS en gros il représente un peu tout ce mouvement, d'accord. Il peut être mis aussi à la place du jack SOS, beaucoup qui l'utilisent comme ça. Voilà, ça change pas grand chose. LPS c'est last point of support, donc dernier niveau de support de l'offre. Et voilà, donc on va enchaîner avec
je vais vous montrer le deuxième schéma. Le deuxième schéma de l'accumulation, la seule différence qu'on va avoir, c'est au niveau de la phase C, on va pas avoir de spring, ok. L'objectif du prix d'aller vers une zone de liquidité, mais les gros traders soutiennent le marché en achetant de manière agressive, empêchant ainsi le prix de chuter davantage et empêcher d'autres achats à des prix plus bas. Donc là, l'entrée, elle est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas de spring. Donc en général, on rentre sur le BUEC, donc le backup to the edge of the creek, donc le retour au bord de la crique. Et voilà, sur le premier schéma, on peut tenter des entrées ici, même ici, ou il y a une troisième ici, pourquoi pas. Et sur celui-là, la seule entrée qu'on peut faire, c'est ici, parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un spring ici, donc là on va se faire sortir si on essaye de rentrer avant le spring. Donc on attend cette cassure de la crique, ce retest de la crique, et pour tenter d'entrer ici. Ok, on enchaîne avec le processus. Donc, première phase du processus, le contrôle des stocks. Pendant la phase de baisse précédente, les investisseurs, ok, ça a changé tout seul, moins expérimentés, détiennent principalement le stock. Pour que le marché change la direction, il faut que les institutionnels appelés mains fortes prennent le contrôle du stock. Donc, à mesure que le prix baisse ici, la main elle change. Vous voyez, les mains fortes commencent à arriver, les instituts commencent à prendre le contrôle du stock. Et les mains faibles commencent à perdre le contrôle du stock. D'accord? Cause à effet est très simple. Cause à effet, la cause c'est quoi? Ça va être le range ici, donc l'accumulation du stock par les mains fortes. Et l'effet derrière, ça va être l'impulsion. Manipulation. Donc manipulation, ça va être ici. Dans l'accumulation, les gros traders créent une faiblesse apparente. Ils prennent progressivement le contrôle de l'offre disponible, parfois en déclenchant une secousse descendante. Cela vise à toucher les stops de perte, inciter les traders mal informés avant à réaliser des profits. Ok, eux, leur but c'est de se débarrasser de tous les vendeurs. Donc ici, ils vont venir récupérer tous les acheteurs, ils vont venir récupérer les stop loss de ceux qui sont en position. Donc qui ont tracé ici un support et donc un stop loss dessous. Ils vont venir chasser tous les stops pour récupérer encore la liquidité, pour accumuler encore plus de stock et pour avoir le maximum de stock avant d'engager cette tendance haussière et de sortir beaucoup plus haut. Liquidité, donc c'est ce dont on vient de parler, le fait d'attendre les stops sur les positions d'achat et l'entrée dans la vente par certains traders. Donc voilà, il y a aussi on prend les stops ici des acheteurs, on a aussi des achats en vente en stop ici pour partir, donc les mecs vont se faire sortir aussi quand on va re-rentrer ça. C'est double liquidité pour les institutionnels ici qui pourront rentrer un maximum de positions. L'achat et rentrée dans la vente par certains traders fournit des liquidités aux professionnels qui accumulent, car ces deux actions exécutent des ventes sur le marché. Et ces ventes sont la contrepartie dont les gros traders ont besoin pour correspondre à leur achat. D'accord? Le chemin de moins de résistance, les gros investisseurs attendent de s'assurer que la voie facile est vers le haut avant de commencer le mouvement. Ils testent l'engagement des vendeurs en initiant des mouvements à la baisse. Ok? Donc ces trois mouvements par exemple. Le spring, le ST, donc ça peut dépasser légèrement, ça peut rester dedans. Le secondary test, ça peut au niveau du support, mais tout ça, ça reste des tests. Et l'absence de volume suggère un désintérêt pour les prix plus bas. C'est pourquoi on peut parfois observer plusieurs secousses. Ce sont des tests pour éviter la résistance à des prix plus élevés. C'est important d'avoir le volume quand vous faites du wake off. Ok, vous allez voir là dans plein de phases. Ça peut vous aider à voir où on est, comment ça se passe, à comprendre on va dire l'histoire que vous raconte le marché. Début de la hausse, pour terminer, lorsqu'il n'y a plus de stock absorbé, un point d'inflexion apparaît, le contrôle de la valeur est entre les mains des plus forts, qui ne se débarrasseront de leur position qu'à des prix beaucoup plus élevés. Une légère augmentation de la demande en ce moment déclencherait un fort mouvement de prix à la hausse, et ce serait le début de la tendance à la hausse. Donc ici, début de tendance à la hausse, c'est ici. Okay.
Caractéristiques pendant la phase d'accumulation, certaines caractéristiques se démarquent. Le volume et la volatilité diminuent au fur et à mesure que la fourchette prend forme. D'accord. Des tests sont effectués dans la partie supérieure de la fourchette, mais avec un faible volume. Cela indique un manque d'intérêt pour la vente. Ok. On observe des secousses baissières, spring sur les points bas précédents, soit au-dessus de la zone de support, soit sur des points bas mineurs de la fourchette. Ok, on peut en voir 3 ici. Les mouvements à la hausse se caractérisent par des barres plus larges et fluides que les mouvements à la baisse. Cela suggère un afflux de demandes de bonne qualité et indique que l'offre est de moindre qualité. Vous voyez ici, on a des impulsions beaucoup plus importantes que ici, d'accord. Au cours de cette phase, on observe le développement de maximum et de minimum croissant. Cette séquence devrait être visible dans la dernière étape de la fourchette, juste avant la sortie haussière, indiquant un contrôle total par les acheteurs. Donc là, vous voyez, on fait des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Tout simplement, ça signifie qu'on est en tendance haussière. Donc on a eu un change of character, donc on a changé, on est passé de range à tendance haussière. Allez, on va passer à la phase A. Allez, la phase A. Donc la phase A, elle est ici. C'est la première phase de l'accumulation. On passe d'une tendance baissière à une tendance latérale, donc un change of character. On sera au courant de cette phase une fois que les 4 événements ici seront passés, donc le preliminary support, le selling climax, l'automatic rally et secondary test. Donc ici on a un marché sous contrôle des vendeurs qui va au fur et à mesure changer de main. Ok. Le prix peut atteindre des niveaux où les institutionnels voient de la valeur, percevant un bénéfice potentiel. Donc ici les instituts commencent à récupérer les profits de leur short. C'est le moment de lancer la campagne pour l'absorption des stocks. Enfin, ils récupèrent tous leurs profits hein, et commencent à absorber les stocks. D'accord. On va aller voir, on va aller analyser maintenant les 4 événements. Alors le preliminary support, une tendance baissière ne s'avère généralement pas brusquement en raison de l'inertie. Vous voyez, on a différentes tentatives. Donc les tentatives, on va les nommer potentiel preliminary support. On voit de toute façon, on est dans le canal baissier. Tous les bas, ça sera tous les lots, ça sera des potentiels. Et on sera au courant réellement du vrai preliminary support une fois qu'on aura passé les 4 événements de la phase A. Ok. Ici vous pouvez voir les différents volumes qu'on peut avoir sur un preliminary support. Selon Wyckoff, le vrai preliminary support est l'avant-dernière tentative pour stopper la tendance. Il est confirmé par les 4 événements de la phase A. Le selling climax, donc l'action climatique de vente, marque un moment clé. Donc ça va être le plus bas et ça va être notre support. Ok, de la fourchette, toujours pareil, on est au courant de rien tant qu'on n'a pas passé les 4 événements. Ici pareil, vous pouvez voir les différents volumes qu'on peut avoir sur le selling climax. Il suit une baisse significative se produisant après le preliminary support, marquant la fin de la tendance baissière précédente. Ok. On enchaîne sur, ah oui, alors deuxième selling climax, donc un selling climax d'épuisement. Pourquoi? On va le voir sur les volumes ici qui baissent. Donc les vendeurs restent intéressés par des prix plus bas mais commencent à clôturer leur position pour faire des profits. Ok, donc c'est on va dire que c'est un selling climax qui va se faire automatiquement, moins avec l'aide des mains fortes, donc des institutionnels. C'est un plancher qui va se faire par l'épuisement des vendeurs. Ok. Et il se différencie par la forme du volume. Derrière, on a automatic rally, donc on a une réaction à ce selling climax. Donc ça va être les personnes qui, tout simplement, qui vendent, qui clôturent leur position, donc ça va créer une hausse. Il y a aussi des personnes qui vont rentrer en long ici, après une longue baisse, qui vont tenter de faire un court short. Ici, alors c'est pas quelque chose que je vous recommande. Un court short, qu'est-ce que je dis, qui vont faire un long assez court, donc je vous le recommande pas. Ok, on rentre pas ici
Si vous voulez trader dans la fourchette, vous attendez au moins que la phase A passe et après faites-vous plaisir dans la fourchette si vous voulez, mais bon, c'est pas trop les stratégies. On verra ça sur une autre vidéo de toute façon, quand rentrer, comment rentrer, pourquoi rentrer, etc. Et donc le marché a atteint des niveaux peu attrayants pour les vendeurs, créant un manque d'offres. Les nouveaux acheteurs anticipent un retour à la moyenne, soutiennent la hausse des prix. Il est probable que les acheteurs du Selling Climax aient une perspective à court terme, cherchant à réaliser des bénéfices pendant l'automatic rally, ce qui peut mettre fin à cette phase. D'accord, ensuite, secondary test, donc le dernier événement. On en a deux possibles. Donc, retenez, le secondary test peut se faire soit dans la fourchette haute, dans le haut du range, soit dans le bas du range et en dessous aussi, un peu en dessous du support, donc du Selling Climax. En général, on l'aura dans le bas du range. Si on l'a en haut, c'est un test de force. C'est très important à comprendre parce que ça peut indiquer que nous sommes dans une redistribution et pas dans une phase d'accumulation. Ok. Donc la redistribution, on la verra dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est normal. Donc voilà, très important d'analyser où se situe le secondary test. Alors je vais vous mettre en parallèle aussi en même temps que vous voyez réellement comment ça se passe. Donc preliminary support ici, Selling Climax ensuite. Donc vous voyez là on a peu de volume, c'est une des configurations que je vous ai montré. Et la deuxième configuration de volume, donc c'est voilà, un pic de volume sur Selling Climax ici, d'accord. Ensuite automatic rally, on trace notre cric, secondary test, ok. Tout ça c'est la phase A, donc j'ai pas mis les phases ici. Notre change of structure ici, on voit qu'on réalise pas de plus bas avec le secondary test, donc on est en change of structure, of character, donc on passe d'une tendance baissière à une tendance latérale. Et voilà, donc la phase A s'arrête là et on va voir maintenant la phase B. Donc la phase B, on est maintenant dans la phase de la construction de la cause pour l'effet ultérieur. Donc elle va comprendre l'obstruction des secondary tests as saw, signe of weakness, donc signe de faiblesse. Pendant cette phase, le marché est en équilibre et les professionnels en profitent pour absorber la majeure partie du stock dont ils ont besoin. En règle générale, la phase B devrait être plus longue que les phases A et C. Si elle est plus courte, cela indique une urgence des traders renforçant la tendance à venir. Secondary test in phase B, donc ça va être des tests de la résistance et du support, donc de la cric et de l'ice de chaque côté, ok. Jusqu'à ce que le prix sorte de la fourchette. Donc là, l'intention réelle derrière la cause construite reste incertaine. Donc tout étiquetage en temps réel doit être pris en compte. Là, on ne sait pas si on est en accumulation ou en redistribution. Okay, donc il va y avoir des tests de chaque côté de la part des institutionnels pour voir le comportement des vendeurs et des acheteurs. Pensons au marché de manière fonctionnelle, distinguant les comportements de prix comme un concept et un événement selon leur emplacement. Uptrust action, donc c'est quoi? On casse notre résistance ici, c'est un breakout de la résistance rapide et réintégration du range derrière, ok. Une évaluation ultérieure, donc on saura après si c'est un test de force où le stock a été accumulé en vue d'une hausse ultérieure, donc de faire une accumulation, ou s'il s'agit d'une action de redistribution visant à faire baisser les prix. Donc je sais que là, ça, pour ceux qui découvrent Wyckoff, ne comprenez pas trop quand je parle de distribution, redistribution. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez vu toutes les vidéos, vous comprendrez tout comme il faut. Et pour finir, donc le secondary test as saw, c'est la cassure donc du support ici. Donc ça c'est pas STB, hein. Je vois souvent des STB, c'est ST as saw. STB c'est à l'intérieur, okay, ça veut dire secondary test dans la phase B, c'est à l'intérieur, c'est quand on va chercher le support et la résistance. Quand on brise le support, on est sur un secondary test as saw, ok. Donc
signe de faiblesse. Le test de minimum de la structure produit un nouveau point bas, indiquant des faiblesses. Cela peut être dû à la pression des vendeurs ou à un manque d'intérêt des acheteurs. Les traders ressentent l'urgence de vendre, montrant ainsi une grande faiblesse. Ce nouveau minimum offre un autre niveau de support pour surveiller les mouvements futurs. En cas d'accumulation, c'est un secondary test. À saut, plus probable si le secondary test de la phase A a créé un minimum plus bas. Donc sur schéma, ça donne quoi? Ça donne ici, on a l'UA ici, donc on est venu breakdown, la cric, réintégration rapide là, dans le range. On a un STB ici. Ça peut être un STB pour certains, pour d'autres non. Parce que bon, la définition de STB, c'est quand même quand on vient toucher soit la cric, soit l'ice. Et STS ici. Donc on est venu briser, on est venu breakdown l'ice, réintégration dans la fourchette. Et voilà, donc c'est tout pour la phase B. Je vais vous montrer sur le dessin. C'est pareil. Donc phase B ici, ST, up action, on casse la cric, STB, STB, vous voyez, ici deux fois, STS. Donc sur celui-là, le trust action est moins joli. Mais les STB et les STS sont meilleurs parce que là, je sais que certains auraient pu placer le STS ici. Moi, je le mets là. Parce que généralement, après un STS, il y a quand même pas mal de mouvements, ça ne repart pas direct en spring. Mais bon, voilà, ça dépend les configurations, hein, le marché il évolue tout le temps. Et on va voir maintenant ensemble la phase C. La phase C commence avec un mouvement de secousse et se termine après un test de secousse. Donc ici un spring, ok. On casse, on breakout l'ice, on réintègre rapidement, on teste cet ice et on part dans la phase D. Donc la phase C, c'est la phase du test, tout simplement. Le spring. Wyckoff utilisait le terme spring pour décrire une position où le marché quitte une fourchette d'accumulation amorçant une hausse. Dans cette phase, les gros traders perçoivent de la valeur dans le prix et achètent pour vendre plus cher. Donc vous voyez, on a trois façons de voir le spring sur une bougie comme ça, avec une belle mèche. En vert, c'est là ici. Un modèle de 2 bougies, ok, une bougie rouge, une verte. Sortie réintégration et une structure mineure aussi ou un peu moins volatile, d'accord. On va voir les trois types de spring. Donc le 1, on a le spring représente un fort intérêt de vente avec un pic de volume et une rupture de la ligne de support. Il diffère du terminal checkout, donc le TSO, par son intensité et son ampleur, ok. Le spring concerne des mouvements plus courts avec un volume léger ou modéré, tandis que le terminal checkout, on est plus sur un très gros mouvement. Le spring 2, il y a une pénétration modérée avec une chute des prix, une augmentation du volume et une expansion des fourchettes de prix. Bien qu'il y ait une offre à vendre, elle n'est pas aussi massive que dans le cas du premier spring. Les professionnels devront absorber cette offre s'ils veulent faire monter les prix, ce qui signifie probablement des tests successifs dans cette zone. Vous voyez ici, on a plus de tests derrière le spring. Et le 3, l'épuisement de l'offre se manifeste par un breakout avec une faible amplitude, ok, peu de volume, petit breakout, une diminution de volume et une réduction des variations de prix indiquant un désintérêt du côté vendeur. D'accord. Alors, on va voir maintenant le test du spring. Donc le test, alors là il y a les 3 tests que je vous montre, mais c'est celui-là qui nous intéresse. On a toujours des petites bougies avec un faible volume, d'accord, pour tout ce qui est test. Un test, c'est une tentative de déterminer qui contrôle le marché. Si les traders anticipent une hausse des prix, ils veulent s'assurer que l'offre a été éliminée. Okay. Test après secousse, donc test après le spring, après la secousse baissière. Il a lieu pendant le test de la phase C, avant le breakout de la structure. C'est le moment du marché où nous pouvons avoir le meilleur rapport risque-bénéfice. Parce que si le test est authentique, nous serons très proches de la fin de la structure. Et le parcours vers la cric pourrait être assez large. Ok. Allez, on va passer à la phase D. Je vous ai pas montré, alors juste avant, hop, ici pour la phase C, spring TSO.
Et vous voyez, test ici, faible volume. Ok. Ici aussi, on peut le reprendre comme un test, un deuxième test. Sur d'autres, si on prend par exemple là ici un peu plus haut, toujours pareil, très peu de volume, ok. Donc la phase D, alors la phase D, ça va être la tendance haussière dans le range, d'accord, vous voyez, avec des mouvements clairs. Et on a donc notre change of structure ici, ok. Donc on peut avoir encore des petits tests, d'accord. On va voir la jack, donc jump across the creek, ça va être le saut par-dessus le ruisseau, et back up to the edge of the creek, le retour au bord du ruisseau. La phase D commence après le test jusqu'à la confirmation complète, sans opposition, la direction du marché est claire. Ok, vous voyez, on monte clairement ici, il n'y a plus d'hésitation. Après le test, le prix devrait suivre une tendance claire avec des bougies larges et un volume croissant pour déclencher le breakout, d'accord. Et un troisième scénario possible est un échec du breakout entraînant un nouveau test de la phase C pour un breakout opposé. Cependant, si la structure se développe comme prévu, cela est peu probable. Il faut garder à l'esprit que le marché est une lutte entre différents acteurs, y compris les institutions. Enfin, un breakout réussi doit être suivi d'une confirmation sans retour immédiat du prix avec peu d'intérêt. Ici donc on a le jack jump across the creek, donc le saut par-dessus le ruisseau. Buec ici qui n'est pas noté là, où j'ai la souris. BUSC, donc back up to the edge of the creek, le retour au bord du ruisseau, qui peut être une entrée intéressante. Et on a les SOS, donc SOS, vous pouvez prendre, ça sert à rien de faire le minor, major, enfin moi j'utilise, c'est tout le mouvement tout simplement, tout le mouvement après la phase C, ok, après le test, tout ça c'est le SOS, c'est le signe de force, d'accord. Pour confirmer un SOS, le mouvement haussier doit être fluide et atteindre le milieu de la fourchette. De plus, tout repli doit rester au-dessus du minimum du spring pour démontrer sa force, ok. Là, alors, la phase E, et je vous montrerai vite fait le schéma à la fin, ça va être rapide. Donc la phase E, c'est quoi? Ça va être la tendance haussière hors du range, vous voyez. La phase D, haussière dans le range, la phase E, hors du range. Donc on a quoi? On a des last point of support ici. Sign of strength, donc SOS, SOS. Pas grand chose à dire sur cette phase. Cette phase commence après l'événement de confirmation. Si le test après le breakout a réussi et qu'aucun trader n'est apparu dans la direction posée, cela peut définitivement confirmer qu'un des côtés a le contrôle absolu du marché et que nous devons donc chercher à trader uniquement dans cette direction, d'accord. On n'essaye pas de rentrer trop tard comme les traders avides, parce que si on commence à rentrer là, c'est là que les institutionnels commencent à sortir leur position, même ici. Donc pour moi la dernière entrée valable c'est ici, ok, la meilleure ça va être là. Et ici à la limite. Et encore. On verra ça de toute façon dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai toutes les entrées possibles et quelles sont les plus intéressantes. Je vais vous montrer sur les graphiques rapidement. Donc on a vu quoi? Donc le jack ici. Donc le saut par-dessus la crique ici, le retour au bord de la crique ici, sur cette bougie là, sur le, on voit pas là, le bleu ici, ok. Et après des LPS, vous voyez, il faut pas rentrer non plus ici, hein. Pas rentrer trop tard, donc on essaye de rentrer là, ou si on les teste en bas. D'accord. Voilà pour la partie 2 de Wyckoff. La prochaine, on verra la distribution. Après, on verra les réaccus, les redistributions. Après, on fera les transactions, donc toutes les façons de trader possibles. Et après, j'aborderai une partie plus en détail avec le volume profile, un peu plus technique, plus avancé. Et voilà, je pense qu'on sera complet, ça fera pas mal de vidéos, ça fera une série bien complète sur Wyckoff. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.